Arnaud Benedetti, bonjour. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. avec plaisir. Alors, vous êtes professeur associé à la Sorbonne, vous êtes essayiste, éditorialiste et vous êtes ancien rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Et vous êtes surtout aujourd'hui le directeur de la nouvelle revue Politique qui a pour objectif de rendre à la pensée sa force d'action. Comment cela s'illustre-t-il ? L'idée, c'est d'avoir une revue qui soit d'abord une revue généraliste, qui soit une revue dans un temps où, si vous voulez, l'immédiateté ne permet pas toujours de bien comprendre ce que nous vivons, de prendre la distance et le recul, et aussi les regards croisés qui nous permettent de comprendre un certain nombre d'événements politiques, géopolitiques, économiques, sociaux, culturels. C'est-à-dire que c'est une revue qui a en son sein des regards qui sont croisés. Ça peut être des historiens, ça peut être des économistes, ça peut être des anthropologues, ça peut être des juristes, ça peut être des sociologues, ça peut être des politiques, ça peut être des acteurs de la société civile qui vont, à un moment donné, nous permettre de mieux appréhender dans leur diversité un certain nombre de phénomènes. Donc ça, c'est un premier élément. Prendre de la distance, prendre du recul. Deuxième élément, c'est qu'on est une revue aussi de combat. On ne le cache pas, c'est-à-dire que clairement, on prône un certain nombre de valeurs, on défend un certain nombre de valeurs, des valeurs évidemment de la démocratie libérale, des valeurs de la souveraineté, des valeurs de la République, des valeurs qui sont opposées aux idéologies de la déconstruction. Nous nous positionnons très clairement. Et en même temps, nous essayons néanmoins d'être une revue pluraliste, c'est-à-dire avoir des points de vue qui peuvent être des points de vue contradictoires, des points de vue différents, parce que c'est ce qui fait la richesse du débat et la richesse de la pensée. Comment le discours public a-t-il évolué alors qu'il est désormais sans cesse commenté par les chaînes d'information en continu ? Alors, c'est une question essentielle parce que, si vous voulez, ce à quoi nous avons assisté peut-être ces 20 dernières années, c'est à une transformation en profondeur de ce que l'on appelle l'espace public et dans cette partie de l'espace public, de l'espace médiatique. Clairement, c'est que aujourd'hui, Internet, les réseaux sociaux permettent à tout un chacun des prises de parole qui sont extrêmement visibles, extrêmement immédiates, sans aucun filtre, sans aucun intermédiaire. La grande différence, si vous voulez, avec l'espace public que nous avions connu par le passé, c'était un espace public qui était intermédié. Aujourd'hui, nous avons un espace public qui est désintermédié. Ça, c'est une des premières caractéristiques. Donc, le discours public est très souvent indexé, si vous voulez, sur l'immédiateté des événements, ce qui ne permet pas justement d'avoir la distance et le surplomb que l'on a parfois pour comprendre un certain nombre de phénomènes. Il y a une remarque très intéressante de Raymond Aron, à qui on posait la question un jour, et il expliquait qu'on lui avait demandé d'intervenir dans l'immédiateté justement d'un événement, et il avait confessé qu'il s'était totalement trompé dans sa lecture et dans son interprétation, et qu'on ne le reprendrait plus à l'avenir à devoir commenter des événements qui sont en train de se produire ou qui viennent de se produire parce qu'on ne dispose pas en effet du recul nécessaire. Donc ça, c'est quand même une des caractéristiques, l'immédiateté du commentaire et le fait que tout un chacun aujourd'hui, finalement, est d'une certaine manière autorisé à produire une lecture ou une interprétation des événements sans avoir parfois le bagage indispensable. Et on retrouve ça évidemment aussi sur les chaînes d'information en continu, où nous avons des prises de parole parfois d'un certain nombre d'intervenants qui sont des prises de parole où on a le sentiment qu'ils sont omnicompétents, qu'ils peuvent finalement décrypter un événement, quelle que soit la nature de l'événement, et même s'ils n'ont pas forcément les grilles de lecture et les grilles d'analyse qui vont leur permettre de décrypter cet événement. Il y a une espèce de nivellement finalement de toutes les lectures, de toutes les interprétations, et ça c'est quelque chose qui impacte beaucoup sur le discours public. Alors ça a un effet aussi sur le discours politique, parce que le discours politique est en train de courir toujours après le temps de l'immédiat. On demande de réagir immédiatement, on demande des surréactions, et la culture, évidemment, qui est la culture des réseaux sociaux, qui est une culture de l'instantanéité, favorise forcément des prises de parole qui sont parfois des prises de parole qui ne sont pas toujours très fondées, mais qui viennent alimenter une sorte de buzz généralisé qui ne permet pas toujours une très bonne compréhension du monde dans lequel nous vivons. Dans un monde globalisé, comment faire la différence entre l'information et la propagande ?
Ah, c'est un vrai sujet. Alors la propagande, il y a une histoire de la propagande hein, qui est liée notamment à la professionnalisation d'un certain nombre de techniques au début du XXe siècle, notamment à partir de la Première Guerre mondiale d'ailleurs, qui a été une des forges de la construction des techniques de propagande. À partir de quel moment une information est en soi affranchie de la propagande? On fait souvent, si vous voulez, le distinguo entre information et propagande ou information et communication. Vous savez, ce distinguo entre journalistes et communicants. C'est très intéressant d'ailleurs dans l'histoire de la communication. Quand on regarde les profils des gens qui ont créé ces métiers-là, sont souvent d'anciens journalistes qui se sont reconvertis dans la publicité ou dans la communication. Après, si vous voulez, aujourd'hui, la grande difficulté à laquelle on est confronté, c'est un phénomène qui est tout à fait, alors là, nouveau et qui est lié finalement à la technique, au système technicien, comme aurait dit Jacques Ellul, c'est que on a des systèmes de production des contenus qui se caractérisent par trois propriétés principales. Le volume, de plus en plus important, la vitesse et la viralité, qui bien évidemment font que ces contenus se diffusent très largement, quasiment à la nanoseconde, et puis la visibilité, l'hyper-visibilité. Et il faut que nous soyons finalement face à cette production de contenu qui est quasiment instantanée et qui est toujours plus important, que nous soyons en capacité de pouvoir décrypter, évaluer la nature même de ces contenus. C'est très difficile de le faire parce que finalement, nous n'avons pas forcément les moyens techniques de le faire. Vous savez, quand on parle du sujet des fake news, c'est très intéressant. La désinformation, c'est un processus qui est vieux comme l'humanité. Ça n'a pas commencé avec les réseaux sociaux et les fake news ne sont pas nés avec les réseaux sociaux. D'ailleurs, la notion même de fake news, on la retrouve dès la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle avec la généralisation de la presse généraliste de masse. Vous avez un caricaturiste américain qui dessine un lecteur de journaux et qui va labelliser son dessin en mettant fake news. Déjà, donc si vous voulez, l'expression fake news, elle n'est pas nouvelle, elle a déjà existé. Sauf qu'en effet, la différence fondamentale, c'est pas fondamentalement une différence de nature, c'est une différence de degré. C'est-à-dire que le volume est de plus en plus important. Et la rapidité pour faire circuler ce volume est de plus en plus forte. Et donc, nous n'avons pas forcément toujours les moyens et le temps pour décrypter cette surexposition de contenu à laquelle nous sommes tous confrontés pratiquement H24, matin, midi et soir. Vous êtes le fondateur du comité de soutien international à l'écrivain Boualem Sansal. Que vous inspire ce déferlement médiatique dont il est la victime depuis sa détention et davantage encore depuis sa libération et son départ de chez Gallimard pour Grasset? Il m'inspire deux choses. Bon, d'abord subjectivement, parce que Boualem Sansal est un ami, il m'inspire une forme évidemment d'indignation, parce que Boualem Sansal est d'abord une victime. Je rappelle quand même que c'est quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour la liberté d'expression, dans un régime qui est un régime que l'on peut qualifier de dictatorial, qui s'est battu contre les islamistes sur la ligne de front, en mettant parfois sa vie en péril. Il s'est battu contre le régime de Monsieur Tebboune en Algérie, ce qui lui a valu en effet d'être pris en otage quand même par le régime algérien et d'être incarcéré. Donc c'est quelqu'un qui met sa peau au bout de ses idées et qui est critiqué par des gens qui, eux, finalement, mettent assez rarement leur peau au bout de leurs idées. Donc il y a quelque chose, si vous voulez, de choquant et de malsain. Mais ça dit quelque chose sur l'état du débat public en France. Ça veut dire qu'il y a de bonnes et de mauvaises victimes selon le camp auquel vous êtes assigné, sachant que c'est très difficile d'ailleurs d'assigner Boualem Sansal à un camp ou à un autre. Le seul camp qui est le sien, c'est celui de la liberté d'expression. C'est quelqu'un qui est assez indomptable, qui est très peu instrumentalisable et qui n'est pas du tout instrumentalisable et qui dit ce qu'il pense. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que il est un formidable lanceur d'alerte parce que cela fait des années qu'il dénonce le cancer de l'islamisme parce que lui, il l'a vécu en première ligne largement et il a vu comment ce mouvement-là pouvait à un moment donné saisir une société de l'intérieur et la dompter et la réprimer in fine. Donc il nous met en garde, nous, société européenne, contre ce danger qu'il voit poindre également dans nos sociétés. Et
finalement, ça a dit quelque chose. Dans le débat public aujourd'hui, il y a des choses qu'il faut pas dire et des choses qu'il faut dire. Alors, c'est pas nouveau, hein, parce que souvenons-nous, les premiers à avoir alerté sur la nature profonde du communisme dès la fin des années 30, comme Boris Souvarine, puis plus tard comme Kravchenko, puis ensuite plus tard encore comme Solzhenitsyn, ont toujours été critiqués. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui est un peu le veilleur, vous savez, comme dans la prophétie d'Isaïe, et qui nous dit quand la nuit bascule dans le jour, ou quand le jour bascule dans la nuit, est souvent pointé du doigt. Mais ça veut dire aussi quand même qu'on a un durcissement du débat public au regard de ces peut-être 50 dernières années, où la polarisation devient de plus en plus forte et où il est extrêmement difficile, y compris comme vous êtes quelqu'un qui a souffert, comme Boualem Sansal, d'échapper finalement à la critique. D'ailleurs, était-il déjà enfermé que des critiques quant à ses prises de position et quant au contenu d'un certain nombre de ses livres étaient pointés du doigt parce qu'il n'était pas tout simplement considéré comme politiquement correct et appartenant encore une fois au bon camp. Votre principal trait de caractère? La persévérance. Votre occupation préférée? La lecture. Les fautes qui vous inspirent le plus d'indulgence? Le tour de riz. Merci beaucoup Arnaud Benedetti. Merci.